Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Sales Vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Morgan, qui est cofondateur de l'entreprise Ledix. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci Abdellah. Et toi? Je vais très très bien, merci. Donc aujourd'hui, on va parler de prospection ensemble, vu que tu gères une agence de prospection. Mais peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ton parcours et qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton agence? Ouais, avec plaisir. Alors, mon parcours, c'est un parcours entrepreneurial qui change pas mal de secteurs. Donc moi, j'ai commencé dans les vêtements avec une entreprise qui s'appelait Shaq Kai, qui vendait des vêtements à partir de matériaux recyclés en e-commerce, donc en mode DNVB. Puis j'ai lancé une agence de développement web qui s'appelait Outside the Box, donc création de sites web en no-code sur Webflow pour ceux qui connaissent. Et puis l'EDIC, c'est du coup ma troisième aventure entrepreneuriale, qui en fait se construit sur les apprentissages des deux premières. Parfait, merci beaucoup. Donc ici, on va rentrer dans le vif du sujet. La première question que j'aurais à te poser, voilà, on parle beaucoup aujourd'hui de campagne de prospection. On parle beaucoup de prospection, de l'importance de prospecter. Quels sont, selon toi, les piliers à prendre en considération pour vraiment créer une bonne campagne de prospection? C'est une excellente question. Et je pense que c'est d'ailleurs sans connaître ces piliers que tu as beaucoup d'erreurs qui sont faites bêtement en prospection. Tu as trois piliers principaux dans la prospection. Tu as le pilier technique et data, tu as l'aspect ciblage, et puis après tu as l'aspect message. Donc en fait, dans le premier pilier, le pilier technique, c'est être certain que tu as un bon setup technique de ton adresse email, qu'elle est correctement setup au niveau des DNS, qu'elle est bien préchauffée. Et puis après, tu as l'aspect data, donc être certain que tu cibles les personnes avec le bon contact. Et puis tu as ciblé la bonne cible, donc être certain qu'en fait, ta proposition de valeur, elle va intéresser la personne que tu cibles. Et puis le message que tu adresses, être certain que le message que tu vas utiliser va résonner. Et en fait, ces trois éléments, c'est vraiment comme les trois pieds d'un tabouret. Si tu en enlèves un, ta prospection va plus du tout être aussi efficace. Donc tu dois réellement rechercher un fit entre l'aspect technique, l'aspect message et l'aspect ciblage. Et une fois que tout ça fonctionne bien ensemble, là, tu peux avoir des résultats assez exceptionnels. Euh, donc, à partir de ces trois piliers, on va un peu plus rentrer dans les détails de chacun de ces trois piliers. Quand tu dis l'aspect technique, en réalité, quelle est la finalité d'avoir un bon paramétrage technique de son domaine? En gros, pour ceux peut-être qui c'est un peu complexe pour eux, techniquement, voilà, donc il faut mettre toute la partie DNS, etc. Mais à quoi ça sert finalement? Alors, l'utilité, elle est super simple. C'est que les efforts que tu fais dans ta prospection et dans les messages que tu rédiges pour les envoyer, c'est qu'ils arrivent en face de la personne à qui tu veux parler. C'est-à-dire que si tu fais tous les efforts du monde et que tu fais le meilleur message, la meilleure approche, etc., tu customises ton message, tu mets une introduction personnalisée, mais qu'il arrive finalement pas dans la boîte principale de réception de ton destinataire, mais il voit pas ton message et du coup, tu as fait tous ces efforts pour rien. Donc, l'objectif d'un setup technique correct, c'est que ton email, il arrive dans la boîte principale, pas en spam, et donc le destinataire puisse l'ouvrir et le voir. L'objectif, c'est vraiment littéralement que ton message arrive à destination. Et donc ici sur la partie, sur la deuxième partie, tu as parlé de persona. Donc, quand on fait une campagne de prospection, c'est vrai que c'est hyper important de savoir à qui on parle, parce que sinon, ben, comme tu disais tantôt, envoyer un message et s'il part dans les spams, donc il le reçoit pas. Mais à contrario, s'il part dans la boîte de réception, qu'on parle à la mauvaise personne, donc ça ne sert à rien non plus. Quel conseil tu as ou est-ce que tu as une méthode pour bien structurer tous les personas qu'on a? Déjà, c'est la première question. Et surtout, comment est-ce qu'on priorise par rapport à ce persona-là, puis par rapport à un autre? Alors, c'est une Quand on en a excellente plusieurs. question. C'est une excellente question. La première chose, je pense que moi, j'aime bien visualiser le persona toujours par rapport à l'offre de valeur d'une boîte. Tu peux un peu voir l'offre de valeur d'une boîte comme un diamant. Un diamant, ça a plusieurs facettes. Et en fonction du persona à qui on va le vendre, eh bien, on va présenter des facettes différentes. Et donc, même si tu as une entreprise qui a un seul produit, en fonction du persona à qui elle va s'adresser, le message va pas être le même parce que c'est pas la même valeur qui va être mise en avant. Et du coup, une fois que tu comprends ça, tu peux vraiment mapper en fait d'un côté, c'est quoi les éléments d'offre de valeur de la boîte, et puis à qui ça va s'adresser. Et l'idée, c'est vraiment d'abord mettre tout à plat, avoir tous les différentes cibles intéressantes pour la boîte, et puis ensuite comprendre quels sont les éléments clés que chacun des personas va trouver plus intéressant ou va pouvoir avoir un intérêt dedans. Une fois que tu sais ça, eh bien, tu estimes le volume dans chacune des cibles,
et puis tu décides en fonction du volume dans lequel tu vas aller. La réalité, c'est que t'as pas une cible plus intéressante qu'une autre, c'est juste des cibles avec lesquelles tu dois t'adresser différemment. Et donc, le travail va pas être le même. Et donc, ici, par rapport, avant peut-être de rentrer dans la partie message et copywriting, on parle généralement beaucoup, une fois qu'on a le persona et le paramétrage technique, on parle beaucoup de machine de vente, on parle beaucoup de sales engine, etc. Il y a beaucoup d'outils sur le marché. On peut très vite être perdu entre une dizaine, voire des fois des centaines d'outils. Toi qui accompagnes plusieurs entreprises, comment est-ce que tu vois, toi, de manière plus macro, un système de vente efficace, qui soit le plus lean possible, qui ait le moins d'outils possible, mais être le plus efficace? Hmm. Je pense que le premier outil principal pour être efficace, c'est déjà avoir une adresse email bien setup qui arrive au bon endroit. À partir du moment où tu as ça, tu peux déjà faire beaucoup. Et en fait, tu peux commencer, je pense que tu peux vraiment voir la prospection comme un peu un jeu Mario Bros, tu vois, où tu as plusieurs niveaux. Le niveau 1, c'est à ton adresse email et tu vas trouver les personnes sur LinkedIn. Tu peux même le faire en mode gratuitement, à trouver les bonnes personnes, essayer de les ajouter sur LinkedIn. S'ils ne t'acceptent pas, de pouvoir envoyer un mail derrière. Puis après, tu as l'aspect, commencer à utiliser Sales Navigator, donc LinkedIn Sales Navigator pour trouver des leads. Et puis après, tu as encore le level au-dessus, tu vas pouvoir automatiser tes messages, tes renvois, etc. Et puis après, tu as carrément des outils qui peuvent te permettre d'aller encore plus loin. De manière générale, je pense que la tech stack que tu dois avoir, donc les outils que tu vas utiliser, vont être très dépendants du niveau de maturité de ton entreprise et de tes besoins commerciaux. Si tu n'as pas besoin en fait d'avoir un volume de fou, ça sert à rien d'avoir tous les outils connectés dans tous les sens. Ça devient vite cher en termes d'abonnement. Mais donc voilà. Le premier point, c'est l'aspect un bon email bien configuré. Et puis, tu as les éléments de data. Donc, aller trouver les leads, enrichir, etc. Là, tu as pas mal d'outils intéressants du style Drop Contact, Datagma, Lusha, Casper et des trucs ainsi qui vont te permettre d'aller trouver l'adresse email ou le numéro de téléphone de la personne que tu veux contacter. Ça, c'est vraiment pas mal. Puis après, tu as le fait de automatiser tes envois d'email, tes retours, tes séquences. Donc, en fait, le fait que ça relance tant que la personne n'a pas répondu, etc. Là, tu vas pouvoir utiliser Lemlist, la Growth Machine, Wallaxy, Woodpecker ou encore Breakcold. Il y en a plein. Et puis après, tu as le fait de centraliser ta data dans un CRM. Donc, se dire, OK, j'ai plusieurs leads, j'ai des leads froids, j'ai des leads tièdes, j'ai des leads chauds avec lesquels j'avance dans la prospection. Avoir tout ça dans un seul CRM où tu peux suivre l'ensemble, ça peut être très très pratique, surtout quand ton activité se développe en taille. Et donc là, tu as les classiques, tu as Pipedrive, tu as HubSpot. Je pense que avec ce genre d'outils, t'es pas obligé de tous les prendre. Évidemment, l'idée c'est d'en choisir un ou deux dans chaque catégorie. Bah, tu as déjà un setup qui est très très efficace quand tu connectes tout ensemble pour faire une prospection qualitative. Et de manière générale, je suis aligné avec toi, hein. Je pense que le less is more. Donc, vaut mieux avoir moins d'outils ultra efficaces que commencer à essayer d'avoir tous les outils un peu à la mode pour faire sa prospection. Euh, donc, ici, tu as parlé de LinkedIn, tu as parlé de mail. Il y a aussi la prospection par téléphone. Même des fois, il y en a, ils prospectent en envoyant des lettres. Ouais. Aujourd'hui, toi, dans l'aspect multicanal, comment est-ce que quel conseil tu donnerais pour qu'on puisse exploiter le multicanal de manière efficace? Et est-ce que toi, tu as des exemples peut-être de campagnes en multicanal qui fonctionnent bien, vu que tu gères plusieurs clients et que peut-être tu es confronté à différents types de clients et tu fais des différents types de campagnes. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a peut-être une tendance quand on mixe deux canaux différents, bah, ça nous donne plus de résultats? Ah oui, oui, non, mais ça, c'est carrément certain. Dès que tu pars sur plusieurs canaux, tu démultiplies tes probabilités d'arriver vraiment en face de la personne et du coup d'avoir la personne qui lit ton message et potentiellement qui y répond. Donc en fait, le top, c'est de jongler entre les canaux. C'est-à-dire que si tu vas faire de l'email, du LinkedIn et du cold calling, l'idée, c'est pas de les faire l'un après l'autre, mais c'est de jongler entre. Donc par exemple, commencer par une vue de profil LinkedIn de la personne, puis une invitation, puis tu attends 2 ou 3 jours pour que la personne puisse accepter, tu essaies d'envoyer un message LinkedIn. Si ça prend pas, hop, tu renvoies un email, puis ça prend pas, bah, tu vas sur LinkedIn, tu vois si elle a accepté, hop, tu renvoies un message, puis tu fais encore 2 emails derrière, puis tu fais un call, et puis encore un email. Et en fait, tu jongles entre
les différents canaux pour pouvoir optimiser au maximum que ton message soit arrivé en face de la personne que tu prospectes. Ça, c'est super efficace. Et typiquement, pour te donner un chiffre, alors de manière générale, nous, on fait quasi toujours de la prospection multicanal, sauf des cas précis. Donc, on va toujours jongler entre LinkedIn et email. Il faut juste savoir que quand tu es sur LinkedIn, tu as une restriction en termes de quantité de par la plateforme LinkedIn qui est assez importante. Tu peux aller toucher entre 10 et 15 personnes maximum par jour parce que tu es limité en termes d'invitations que tu peux envoyer, sinon ça peut bloquer ton compte. Donc en fait, on va généralement diviser en deux tiers. Le tiers 1 qui est les cibles les plus intéressantes qu'on va faire en multicanal parce que là, tu as le plus de probabilité que ça fonctionne avec plusieurs touchpoints. Et puis les cibles un peu moins intéressantes qu'on va mettre en pur email pour être certain de là de pouvoir faire du volume parce que sur un email chauffé, on peut monter à 85, 100 emails par jour. Et une fois qu'on a envoyé ces 100 emails par jour, donc il y a la partie optimisation qui va commencer à rentrer en compte. Comment optimiser efficacement ces campagnes de prospection? Alors, il y a deux points sur lesquels tu peux optimiser de dingue. Le premier point, c'est l'aspect chiffres. Donc, c'est en fait dans le dashboard de l'outil d'automatisation que tu vas utiliser, tu vas avoir pas mal de chiffres, notamment sur ton taux d'ouverture, ton taux de clic, ton taux de réponse, ton taux d'intérêt. Tous ces éléments statistiques-là vont t'aider à pouvoir comprendre est-ce que tu fais bien ta prospection, est-ce que tu as des éléments à améliorer. Et typiquement, chaque étape va te donner quelle est la partie améliorée. Par exemple, tu as un très mauvais taux d'ouverture qui est aux alentours de 30-40%, eh bien, il y a trois problématiques qui peuvent être présentes. Soit tu as un mauvais setup de ta zone DNS où ton adresse est pas assez préchauffée, soit tu as un très mauvais objet d'email, soit tu as carrément une data d'email qui est pas la bonne et donc en fait tu as pas mal d'emails qui sont pas valides quand tu envoies. Puis après, tu peux avoir des problématiques au niveau du taux de clic. Donc, tu peux avoir un bon taux d'ouverture, un mauvais taux de clic. Et là, tu te dis, tiens, en fait, j'ai une bonne data, j'ai un bon setup et j'ai un phrase d'accroche qui prend. Mais par contre, il n'y a pas d'intérêt derrière quand ils ouvrent le message. Donc peut-être en fait, c'est que l'offre de valeur ou la cible est pas la bonne. Puis après, tu peux avoir un très très bon taux de clic ou pardon, un très très bon taux de réponse, mais pas d'intérêt. Et là, ça peut être que la cible est la bonne, mais que l'offre de valeur est pas exactement la bonne par rapport à ta cible. Et donc, il n'y a pas un product market fit. Dans ce cadre-là, tu as la deuxième partie qui est intéressante, qui est la partie plus qualitative. La réalité, c'est que demander à tes prospects quand ils te disent non, quelle est la raison, c'est super puissant parce qu'ils vont te donner une information de ouf. Donc même quand les gens te répondent et qu'ils te disent ouais merci, mais en fait non, je pense que c'est pas intéressant pour nous, dire ok, je vous remercie pour votre réponse. Et est-ce que vous pouvez me dire en deux lignes qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas intéressant pour vous, juste pour que je puisse apprendre en fait. Et tu serais surpris de à quel point on retrouve de l'information qualitative de la part des prospects qui vont te dire ah ben en fait je me suis dit que c'était pas intéressant pour moi pour telle raison. Et ça peut te permettre soit d'affiner ton message, soit d'affiner ton ciblage pour en fait le faire évoluer vers quelque chose de plus efficace. Et tu réponds un peu partiellement à la prochaine question que j'avais. Le problème des campagnes de prospection, c'est qu'il y a des gens qui répondent. Déjà, si on arrive déjà à avoir un taux de 20% de taux de réponse, c'est déjà une campagne qui est très, très bien euh, réussie. Le problème, c'est que la majorité des personnes qu'on contacte ne nous répondent pas. Dans une démarche peut-être de lead recycling ou de lead nurturing, est-ce que tu as des méthodes pour voilà, on a la personne qui ne répond pas à ce moment-là. Peut-être qu'il y a 36 raisons, peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être voilà, peut-être qu'il n'est pas intéressé pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, est-ce que tu as une méthode pour gérer ces leads qui ne répondent pas, ou est-ce que tu mets des choses en place pour soit les nurturer ou peut-être essayer d'avoir une réponse de leur part dans plusieurs mois, voire plusieurs semaines? Alors déjà, je pense que ça va un peu dépendre de leur niveau d'intérêt dans la campagne, dans le sens où ça, c'est quelque chose que nous, on a déjà testé, de relancer, par exemple, des leads qui n'avaient pas du tout répondu. De manière générale, s'ils répondent pas, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Il y a une partie, évidemment, que c'est parce qu'ils n'ont pas vu le message ou quoi, mais essayer de vraiment relancer tous ceux qui n'ont pas répondu, en général, c'est une perte de temps. Il faut aussi accepter, quand tu essayes de prospecter, tu fais l'hypothèse que la cible que tu targetes, elle va être intéressée par ce que tu fais, mais dedans, il y a des gens qui le sont juste pas. Et donc, dans cette catégorie-là, tu as les gens qui vont te le dire, et puis tu as les gens qui vont juste pas répondre. Si tu insistes sur ces personnes-là, tu risques d'affecter ta délivrabilité email parce qu'il y en a qui vont te mettre en spam. Donc le top, en fait, la réalité, c'est un moment d'accepter, tout le monde va pas répondre et c'est pas grave. Par contre, si tu as des interactions, des intérêts avec les emails,
typiquement tu vois qu'ils cliquent ou quoi, là ça peut être intéressant de les relancer en disant ben voilà, j'ai vu que vous êtes allé sur notre site web, est-ce que je peux vous donner un complément d'information ou quoi. Mais de manière générale, l'élément clé quand tu as une problématique où tu te dis il n'y a pas assez de leads qui me répondent, c'est de réfléchir en séquence. Et donc la réalité, c'est que plus de 50% des commerciaux, ils vont faire un seul message de prospection pour essayer de démarcher la personne. Mais dès que tu en fais deux, tu vas doubler, en fait, littéralement, ta probabilité d'avoir une réponse. Et donc, c'est de réfléchir en séquence en se disant, tiens, je prends mon offre de valeur initiale et je vais la diviser en blocs. Et à chaque message, je vais venir mettre un élément de valeur supplémentaire. Donc, pas faire des relances juste oppressantes en disant, ouais, est-ce que vous avez vu mon dernier mail? Mais par contre, venir avec des compléments d'information. Et ça te permet, en fait, de diviser un long mail en 3, 4, 5 petits mails qui seront plus efficaces, qui vont à chaque fois amener une valeur différente. Et donc là, ça va démultiplier ta probabilité d'avoir une réponse. Merci beaucoup. Ici, peut-être une toute dernière question sur cette première partie. Est-ce que tu as quelques méthodes innovantes de prospection à nous partager? Alors, je Sur la pense laisse. que... Pardon? Si tu en as une, bien sûr, j'ai dit. Alors ouais, il y a en fait... euh, moi, c'est un sujet que je trouve très intéressant, le côté innovation dans la prospection, parce que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu sur tous des hacks ou des outils mirobolants avec de l'intelligence artificielle, etc., pour pouvoir faire un truc 100% automatisé ou des trucs comme ça. Euh, de manière générale, en tout cas dans notre travail et dans ce qu'on voit qui fonctionne, je pense que le plus efficace, c'est réellement être focalisé sur l'humain. Pas essayer de chercher un hack, pas essayer de chercher un outil qui va faire tout à ta place ou qui va faire des trucs mirobolants. C'est-à-dire que la prospection, faut pas l'oublier, dans le fond, c'est une prise de contact humain, c'est une rencontre. Et donc en fait, si tu arrives à remettre vraiment l'aspect, ben, je suis intéressé par la personne en face de moi et être empathique dans son approche et sympathique, ben, ça va permettre de créer un lien et c'est ça qu'on essaye de faire dans la prospection. Je pense que essayer d'aller trop chercher des hacks, c'est perdre l'essence même de la prospection qui est une rencontre humaine. Et si tu restes toujours sur cet aspect, ben, j'essaye de créer un contact intéressant, de vous amener de la valeur et de créer une relation, c'est beaucoup plus efficace que essayer de mettre en place des trucs mirobolants dans tous les sens. Après, évidemment, tu as les outils qui peuvent aider. Hein. Je veux dire, Ouais, l'intelligence artificielle, je suis pas ouais, c'est contre. vrai. C'est un très très bon outil, mais c'est un outil qui vient complémenter un travail de base. Ça va pas remplacer. Parfait. Donc, je te remercie pour toutes ces réponses. Là, maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Là, je vais Plaisir. te poser des petites questions. La première, quel a été enfin, le meilleur conseil sales que tu aies donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je pense que j'en ai deux en tête, mais ils se tiennent. Le premier, c'est avoir un temps de parole de ton prospect de quasi 80%. Donc, si ton prospect ne parle pas pendant plus de 80% du call, c'est que tu as raté des étapes. Parce que au plus tu le laisses parler, au plus il va te donner des éléments sur sa problématique et sa situation propre, avec laquelle en fait tu vas pouvoir raffiner ton offre de valeur et la proposition que tu lui fais pour être certain que quand tu fais en fait ta proposition finale, tu viens vraiment répondre à une problématique qu'il a. Parce qu'au final, une transaction, un achat, c'est juste quelqu'un qui donne de l'argent en échange d'une valeur. Et pour qu'il perçoive de la valeur, ça doit répondre à sa problématique à lui. Donc pour moi, le temps d'écoute est super important. Alors c'est pas toujours facile parce que certains leads, ils vont pas vouloir parler, ils vont te dire non mais présentez-moi votre truc. Eh bien, l'idée, c'est toujours essayer de recentrer la discussion en disant je le ferai avec plaisir et je vous donnerai tout le détail. Et moi, j'ai besoin de vraiment comprendre la situation dans laquelle vous êtes pour pouvoir vous amener un maximum de valeur. Et c'est réel parce que si tu comprends pas, tu vas peut-être présenter quelque chose qui les intéresse pas ou une partie qui les intéresse pas. Et donc, en fait, ça, c'est le premier truc. 80% du temps, c'est le prospect qui doit parler. Et puis ensuite, c'est connaître les différentes personnalités en termes de couleur, en termes de persona. Typiquement, est-ce que c'est une personnalité rouge, bleue, jaune et des choses comme ça. Ça peut très très fort aider à la manière de présenter sa solution ou son message derrière. Et en fait, on peut capter la personnalité d'une personne que si on l'écoute assez euh, pour, pour que ça puisse ressortir en fait. Ouais. Et le pire conseil qu'on t'ait donné? Alors, heureusement, on m'a pas donné trop de mauvais conseils en vente, ou alors je les ai pas retenus. Mais je dirais que de manière générale, le pire conseil, c'est d'écouter d'écouter des potentiels clients qui te disent ouais non pour me vendre à moi il faudrait me dire ça ou ça. Les gens ne savent pas du tout ce qu'ils ont besoin d'entendre pour vendre. Par exemple, on m'a déjà dit des dizaines de fois ouais non tu devrais mettre tes prix en avant sur ton site web. Ça rassurerait les gens. C'est complètement faux. Un prix n'a pas de valeur tant que t'as pas présenté la valeur sous-jacente. Et donc en fait mettre un prix sur rien, ça va être trop cher pour tout le monde. Par contre une fois que tu as su présenter quelque chose de correct,
le prix, et on a une vision complètement différente. Et donc, de manière générale, je pense que dès qu'un client, un prospect te dit, ouais, j'aurais besoin de ça pour que je sois satisfait et que j'achète, en général, c'est un conseil qui vaut pas vraiment quelque chose. Et l'outil indispensable pour un sales aujourd'hui. Alors, ben, ça va être super con, mais c'est un bloc-notes. Je pense que comme tu dois pouvoir écouter un maximum et avoir un maximum de data que tu reprends de la part du prospect, eh ben, juste avoir un bloc-notes pendant tes calls pour noter les éléments clés, les points qui te dit, où tu dis, ah, tiens, ça c'est intéressant. Parce qu'à la fin, tu dois faire ta proposition. Donc, tu dois revenir avec des éléments. Et le top du top, c'est réutiliser son langage. Donc, en fait, utiliser une technique de mirroring. S'il te parle de mots spécifiques, les ressortir et venir représenter ton offre exactement comme lui l'aurait présenté. Ça, c'est ultra puissant. Et donc, tu es obligé de prendre des notes pour être certain de pouvoir le faire correctement. Donc, un bon vieux bloc-notes, pour moi, c'est le top. Et ce que tu détestes le plus en sales. Ah, ah, l'arrogance. Je déteste les commerciaux arrogants parce que pour moi, c'est ne pas avoir compris l'essence même de la vente. La vente, c'est de l'empathie avant tout. C'est s'effacer en tant que personne pour présenter l'offre de valeur et en quoi on peut amener une solution à la personne en face de nous. On est littéralement là en tant que messager et pas en tant que message. Et du coup, pour moi, les sales qui prennent trop d'espace, qui sont trop Ouais. exubérants ou arrogants, ça me rend fou. Ça me donne envie de quitter un call instantanément. Et la personne que tu considères comme ton modèle sales. Est-ce que j'ai le droit de donner un personnage qui est fictif ou pas? Ouais, bien sûr. Moi, je dirais que le top 2 en termes d'image pour l'aspect commercial, c'est, je dirais, Harvey Specter d'un côté de la série Suits et Ouais, de Mentalist de l'autre. Parce que ce sont deux personnes qui sont ultra capables de comprendre le jeu dans lequel ils sont en termes d'échange, de joute, pardon, verbale. Et ça, c'est plutôt pour l'aspect Harvey Specter et puis l'aspect de Mentalist, parce qu'au final, pour moi, être bon vendeur, c'est être fin psychologue, être fin analyste de ce que la personne est en train de vivre. et ta plus grosse erreur. Voilà. Alors, des erreurs, j'en ai fait tellement que c'est difficile en spotter une. Euh, ouais, je crois que j'en ai pas une grosse spécifique. J'ai fait des erreurs partout, hein. J'ai fait des erreurs de ciblage, carrément pas la bonne personne. J'ai bloqué des adresses email. J'ai même eu littéralement les messages qui sont pas partis avec le bon contact, enfin pas avec la bonne adresse d'envoi. Enfin, je les ai fait dans tous les sens. Moi, je dirais plutôt que si tu fais pas d'erreur, c'est que t'apprends pas. Si t'apprends pas, t'évolues pas. Donc, en fait, faites des erreurs vite, un maximum, et au final, c'est comme ça qu'on devient plus à l'aise avec l'approche. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou une vidéo qui a changé ta vision de voir la vente? Ouais, ouais. Alors, j'en ai un ici. Attends, j'ai oublié momentanément le titre. Et en fait, t'en as deux qui sont intéressants. Tu as le premier qui est un classique, qui est pas le plus agréable à lire, mais qui pour moi est un peu la base de la pyramide en vente et en prospection, qui est le Predictable Revenue de Aaron Ross, qui en fait permet de comprendre la base entre du MQL, SQL, donc Marketing Qualified Leads, Sales Qualified Leads, comment des équipes peuvent interagir ensemble pour optimiser l'aspect vente. C'est un peu old school, mais par contre, ça donne des bases de compréhension d'autres formats. Donc, je trouve ça intéressant de le lire. Un résumé peut faire l'affaire, mais par contre, c'est quelque chose que tout bon commercial doit avoir vu d'une manière ou d'une autre à un moment. Et sinon, sur l'aspect pure vente, pour moi, le livre qui éclate tous les autres, c'est Never Split the Difference de Chris Voss, qui est un négociateur du FBI. Je sais pas si tu l'as lu. Ouais, ouais, je l'ai lu ce livre, ouais. Ah, mais moi, je l'ai Ouais, trouvé incroyable. ouais, elle est incroyable. C'est vrai. Je confirme. Euh, trois personnes que je dois absolument inviter sur cette émission. Hum. Alors, je vais pas t'en donner trois parce que je préfère donner deux qualitatifs que trois où je suis pas sûr. Donc, je vais t'en donner deux. Mais pour moi, bah, dans l'aspect vente, tu as deux aspects clés qui communiquent. Tu as l'aspect marketing, typiquement l'identification des personas, les messages, etc. Et puis tu as l'aspect vente pure, donc en call ou en rendez-vous. Et il y a deux personnes de qui moi j'ai énormément appris. Tu as Thomas Parry d'un côté, qui est directeur marketing de Pays Shepherd au Canada, mais qui est un Belge qui avait monté avant l'agence
Matt Kings, un mastodonte dans le sujet du growth marketing et de l'acquisition. Et puis de l'autre côté, tu as Laurent Lemens, qui lui est le fondateur et le formateur de Dantes. Si typiquement vous êtes dans la formation en vente de votre côté, ben franchement c'est un monstre. Moi j'ai appris énormément de sa part et j'ai trouvé que franchement les deux personnes m'ont amené énormément. D'un côté sur l'aspect structure marketing et de l'autre sur l'aspect pure vente. Mais voilà, ça c'est deux noms extra. Merci beaucoup, Morgan, pour tes précieux conseils. Pour ceux qui vont voir l'épisode et qui veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Super facile. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Je réponds toujours à tous mes messages, donc n'hésitez pas. Et sinon, si vous voulez carrément directement prendre un rendez-vous avec moi, sur le site de l'IDIX, en haut à droite, il y a un bouton pour directement pouvoir discuter. Ah bah parfait, donc je mettrai ton lien LinkedIn en dessous de la description. En tout cas, je te remercie, Morgan, pour ton temps, pour tes précieux conseils, et Avec on se dit à plaisir. très bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Merci.